Bonsoir à tous, bienvenue dans Caraïbes. Focus ce soir sur Trinidad et Tobago. Le pays vit sous état d'urgence depuis 3 mois, un régime d'exception adopté pour tenter d'endiguer la guerre que se livrent des bandes criminelles. Nous en parlerons avec Cyriaque Sommier. Bonsoir. Bonsoir Kelly. Vous êtes grand reporter à la rédaction de Caraïbes. Tout à fait. Nous reviendrons également sur une initiative lancée à Kingston, en Jamaïque, pour redorer l'image de la capitale longtemps associée à celle de la violence des gangs. A tout de suite. Plus de 620 homicides enregistrés l'an dernier à Trinidad, un chiffre record qui fait froid dans le dos, d'autant que plus de 40% de ces meurtres sont liés à la guerre acharnée que se livrent les gangs impliqués dans des trafics en tout genre. Pour freiner ce bain de sang, les autorités ont imposé l'état d'urgence depuis le 30 décembre dernier. Plongé au cœur de quartiers touchés par ces actes criminels, avec ce reportage de Cyriaque Sommier et Stéphane Petitfrère. Port of Spain, une exception dans la Caraïbe. Ses industries, son gaz et son pétrole ont fait de la capitale de Trinidad et Tobago l'un des principaux centres d'activité économique de la région. 250 000 personnes traversent chaque jour cette ville au profil unique, au cœur de laquelle des bâtiments à l'architecture ultra-moderne côtoient des bâtisses coloniales de l'époque victorienne. Au sud se trouvent les gratte-ciels les plus imposants des Petites Antilles. Mais à l'est, la cité offre un tout autre visage. Entre les ghettos de Beetham Gardens, Saint-Paul, John, Belmont ou Laventille, une guerre urbaine sans merci fait chaque année plusieurs centaines de victimes. Dans ces zones, plus de la moitié des actifs sont sans emploi ni ressources officielles. Un terreau idéal pour des organisations criminelles qui ont renforcé leur influence jusqu'à devenir incontournables. Dans ce quartier de Belmont, tous les garçons sont supposés appartenir au Seven, l'un des principaux gangs de la ville. Il faut le surveiller, il chante super bien lui. Et si ces jeunes ressemblent à tout sauf à des criminels, il n'en demeure pas moins des cibles potentielles pour les ennemis du gang d'en face, le Six. Notamment soupçonné d'être à l'origine de la tuerie par balle de 5 personnes sur l'aire de jeu de la cité un an plus tôt. Un drame de plus qui en appela d'autres en représailles dans un tourbillon de violence auquel il semble difficile d'échapper. Il y a des gens qui ont déjà perdu des proches à cause de certains événements. Ils ne pardonnent pas et n'acceptent pas qu'ils soient morts dans ce genre de circonstances. Mais c'est une situation sans fin. Cela pourrait avoir une fin, mais pas si tôt, car des gens ont déjà perdu des êtres chers. Sheldon, notre guide dans le ghetto, est un membre influent de la communauté. Il n'est pas le seul à penser que cette dérive sanglante est le produit de la situation sociale dans ces quartiers et du manque d'opportunités pour ceux qui en sont issus. Surtout depuis l'arrêt de plusieurs programmes gouvernementaux pourvoyeurs de jobs pour les jeunes. Une enquête a été menée sur ces programmes car beaucoup d'argent a disparu. La commission d'intégrité a lancé des investigations pour mauvaise utilisation des fonds. Vous voyez, je ne dis pas vol car je n'étais pas là pour voir qui a touché ou non. Mais le gouvernement nous dit mauvaise utilisation des fonds. Vous ne pouvez pas me donner quelque chose et le reprendre comme cela, qu'il s'agisse d'un contrat ou de quoi que ce soit. En tant qu'ancienne détenue, je trouve que le système est très injuste. On vous a donné le pouvoir, mon doigt, mon vote, donc travaillons ensemble. Je pense qu'on peut y arriver. Ici, personne ne semble croire que l'état d'urgence va effectivement changer la donne. D'autant que les forces de l'ordre sont accusées d'agir de façon particulièrement brutale dans ces quartiers. S'ils veulent te frapper, ils te frappent. S'ils veulent te taser, ils te tasent. La dernière fois qu'ils sont venus ici, la semaine dernière ou celle d'avant, ils ont tasé un homme, en ont tabassé un autre et en ont arrêté un troisième parce qu'il est descendu voir ce qui se passait avec sa camionnette. La stigmatisation va avec la communauté. Il n'est pas nécessaire d'être un criminel, mais selon votre origine, il vous classe comme tel. Mais que fait vraiment l'état d'urgence? Qui l'état d'urgence vise-t-il réellement? Des citoyens lambda? Est-ce que tout le monde est mis dans le même panier en allant de porte à porte? Combien de temps cela va-t-il durer?
30 décembre 2024. Tous les médias locaux relaient la décision que vient de prendre le gouvernement, déclarer l'état d'urgence pour tenter de contenir une criminalité devenue incontrôlable. 13 gangs criminels devraient immédiatement étendre leur déchaînement de violence dans des fusillades de représailles à une si grande échelle que cela menace la population et va mettre en péril la sécurité publique. 2 jours plus tôt, une fusillade avait éclaté juste devant un grand commissariat de police de Port of Spain. Calvin Lee, dit Tyson, le patron du gang Six, est visé par des tirs de fusil mitrailleur au moment où il quitte le poste après une audition. Il s'en sort indemne, contrairement à l'un de ses proches abattu sous ses yeux. Dans la cité du boss de St. Paul Street, tous sont persuadés que la police a été complice du guet-apens. La police a participé pour de l'argent. Pour quelques dollars de plus, la police ferait n'importe quoi à Trinidad. Ils peuvent même te tuer parce que tu parles. D'accord, je devrais faire attention alors. Tu ferais bien d'être prudent, car tu n'es pas au Guatemala ou en Martinique, tu es à Trinidad. Moins de 36 heures après les faits, 5 personnes sont tuées dans le quartier rival de Laventille, laissant présager une nouvelle escalade de violence létale. C'est donc pour tenter d'enrayer cette spirale et éviter un très probable bain de sang que l'état d'urgence est décrété, ce qui permet à la police de disposer de pouvoirs renforcés. Les services de police auront le pouvoir de perquisitionner des locaux sans mandat et de fouiller des individus soupçonnés de se livrer à des activités criminelles ou de détenir des armes à feu illégales, et aussi de placer des gens en détention pour un certain temps. Il faut dire que la violence des groupes armés occupe très largement les colonnes des quotidiens d'information qui, chaque jour, présentent le décompte des assassinats perpétrés depuis le début de l'année. Avec 623 meurtres enregistrés en 2024, Trinidad et Tobago a établi un triste record et présente désormais le 2e taux de criminalité le plus élevé de toute la Caraïbe, juste derrière Haïti, mais devant la Jamaïque. Des reporters se sont spécialisés dans la couverture de l'actualité des gangs. Tous les soirs, sur TV6, l'émission Beyond the Tape, derrière le ruban jaune, décortique les faits divers et fait part des résultats obtenus grâce à l'état d'urgence. Un programme présenté par le journaliste d'investigation Mark Bassant, pour lequel il est impossible de parler criminalité sans évoquer la porosité des frontières du pays. Il y a une prolifération d'armes qui arrivent dans le pays légalement et illégalement. On parle de frontières poreuses avec des scanners qui ne fonctionnent pas. Il y a donc du champ libre pour que beaucoup de contrebande entrent à Trinidad et Tobago. En particulier, des armes de gros calibre. On en voit de plus en plus, particulièrement appréciées par les gangsters et les criminels. Et corrompre quelques agents semble être une mince affaire pour des organisations gérant des business de plusieurs millions de dollars US. Le réseau s'étend au-delà de la Caraïbe, en Amérique du Nord et en Europe. Le supposé financeur du gang Six, originaire de Tortola, a une structure tentaculaire qui passe par les États-Unis et l'Europe. Je peux aussi vous dire avec certitude que l'un des principaux financeurs du Gang 7 est basé au Royaume-Uni. Les dernières enquêtes de Mark Bassant ont aussi montré que ces mêmes gangs se propagent comme des virus dans la région. On assiste à une migration du Gang Six dans des lieux comme Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Antigua, Jamaïque et bien sûr Trinidad et Tobago, et même Grenade. Et vous avez aussi des poches du Gang 7 également dans certains de ces pays. Ainsi, le 27 juillet 2024, 5 personnes, dont l'artiste Seven, Plumpy Boss, sont prises dans une embuscade juste après un concert donné à Saint Martin, où le Six est déjà bien installé. Grièvement blessé, le chanteur est toujours en convalescence. Si les artistes deviennent des cibles, c'est notamment parce qu'ils affichent ouvertement leur appartenance au gang dans des vidéos qui accumulent des millions de vues sur les plateformes, avec des conséquences souvent dramatiques. En moins de 5 ans, plus d'une quinzaine de chanteurs ont perdu la vie dans des règlements de compte.
Ils s'appelaient Sia Boss, Brad, Chucky Blanco, Wakodan ou Rebel Six. Mais malgré les drames et la violence des messages véhiculés par les artistes de ce mouvement baptisé Trinibad, le genre est devenu extrêmement populaire chez les jeunes Trinidadiens, tous milieux confondus. C'est un genre qu'on a créé, Trinibad, avec un style différent, mais c'est du dancehall. Mais qu'est-ce qui est différent notamment par rapport au dancehall jamaïcain ? Je pense que les lyrics sont différents, car nous avons un certain langage, une façon de parler. On y ajoute notre vibe et cela devient Trinibad. J'ai entendu que les paroles sont plus violentes que dans le dancehall jamaïcain, non ? Non, je ne dirais pas que c'est plus violent. C'est équilibré. C'est pourtant bien à travers les paroles et les vidéos des artistes Trinibad que les groupes criminels recrutent. D'ailleurs, les premières divisions au sein des gangs originels Rasta City et Muslim City sont apparues vers 2020, lorsque Prince Swanee s'est rapproché de l'artiste jamaïcain Squash, leader du gang Six, originaire de Montego Bay. Une faction trinidadienne se monte et plusieurs quartiers se réclament du Six. En réaction, les gangs 7, 8, 9 et ABG se créent presque instantanément. Kevin J. D'Acosta, dit Johnny Bravo, connaît bien cette histoire. Ancien garde du corps de célébrités new-yorkaises, comme le Notorious B.I.G., ce Trinidadien d'origine est revenu s'installer au pays il y a près de 20 ans pour monter sa propre compagnie de sécurité rapprochée. Il est aujourd'hui l'une des rares personnes à pouvoir travailler avec tous les gangs de la capitale. La rue sait que je suis un type sensé qui fait son travail de façon professionnelle. Donc quand les leaders de certaines communautés m'engagent, par exemple quand ils font venir des artistes jamaïcains dans leur quartier, je ne viens pas pour boire et m'amuser, je viens pour travailler. À partir du moment où ils s'occupent bien de moi, je m'occupe bien d'eux et des artistes. Johnny Bravo a participé au rapprochement de plusieurs artistes pour entamer des pourparlers qui ont débouché sur la signature d'un traité de paix. C'était le 4 juillet 2020 entre les ennemis jurés Prince Swanee et Poppy Boss. Mais être aussi proche des supposés gangsters, n'est-ce pas risqué d'être contaminé par leur style de vie ? Vous ne pouvez pas être à la fois un gangster et un garde du corps. Il faut faire un choix. J'ai choisi d'être un garde du corps de célébrité et c'est ainsi que je suis reconnu maintenant. Vous avez pourtant parfois été présenté comme un gangster. Qu'est-ce que vous répondez ? Quant à ça, je ne sais pas d'où ça sort. C'est une rumeur et je veux qu'elle s'arrête. Je le répète, je ne suis pas un gangster. Avec l'état d'urgence, les artistes Trinibad ne sont plus protégés par la loi sur la liberté d'expression. Plusieurs d'entre eux, comme Young Star Six, ont été mis sous les verrous pour apologie de la violence ou promotion de la culture des gangs. Selon les termes de l'état d'urgence, ils peuvent être maintenus en détention pendant 3 mois sans autre forme de procès, comme toute personne soupçonnée de faire partie d'une organisation criminelle. Cette disposition a permis de mettre Tyson du Six en prison et rend les autres chefs de gang supposés extrêmement discrets. Prési du Seven se cachant en Europe depuis plusieurs mois, c'est le second qui gère les affaires courantes, Sunday. Lui, qui figurait récemment encore volontiers dans des clips vidéo d'artistes jamaïcains, est désormais contraint de vivre dans la clandestinité. Il s'agit certainement de l'un des individus les plus recherchés de Trinidad et Tobago aujourd'hui, par les autorités comme par les gangs rivaux. Vous devez surveiller vos arrières à chaque instant ? Non, j'ai ma vie dans le Christ. Du coup, je n'ai pas à me méfier des gens et à penser à qui me protège. Mais vous avez du monde pour surveiller vos arrières. Non, et je n'en veux pas. Comment se fait-il que vous n'ayez pas peur ? J'ai le Christ. Celui qui tient les troupes dans le ghetto de Bitam Garden dit regretter profondément la guerre qui fait tant de victimes dans sa communauté.
Une situation d'autant plus absurde que ce sont les amis d'hier qui s'entretuent aujourd'hui. 6 et 7, c'était la famille, vous savez. Tout le monde connaît la famille de tout le monde. On connaît les mamans, les sœurs, les papas. Vous pensez qu'il y a une possibilité de sortir de cette situation ? Si les gens travaillent, ils ne se mettront plus dans les problèmes. Ils pourront subvenir aux besoins de leur famille et donner quelque chose à leur mère. On a juste besoin d'avoir du travail. Des jobs et des opportunités. C'est ce qui revient le plus souvent lorsque l'on interroge la population sur ce qui pourrait faire évoluer les choses à Trinidad. Je dirais qu'il n'y a pas assez d'opportunités d'emploi, mais bon, il y a des personnes qui ne veulent pas travailler. Les gangs, c'est un peu comme un lieu où les jeunes hommes trouvent un sentiment d'appartenance. Il n'y a pas de groupes sociaux positifs pour eux dans nos communautés. Le gouvernement devrait initier plus de programmes allant dans ce sens. Les gens ne s'entretuent pas sans raison. La possession est souvent la raison principale. Je pense que si on néglige la famille et qu'on n'éduque pas correctement les gens, on retrouve ce genre de choses dans la société. Certaines initiatives ont déjà montré des résultats très encourageants, comme le Project Reason Cure the Violence, guérir la violence, inspiré d'un programme états-unien. Une action basée sur des contrats aidés à destination des jeunes des quartiers. Derrick Samuel, dit Strongy, a longtemps servi d'intermédiaire entre candidats et employeurs. Ils ont besoin d'être appuyés, car s'ils y vont seuls, ils peuvent parfois ne pas être pris au sérieux. J'ai plusieurs exemples de jeunes avec lesquels j'ai travaillé. Je leur ai trouvé un job et ils ont surpris le patron. Parce qu'ils travaillent dur, et le patron est revenu me voir en me demandant si je pouvais lui trouver d'autres personnes du même endroit. Tous les enfants de ces quartiers ne sont pas mauvais, vous savez. Ils sont juste pris au piège, car si quelqu'un sait d'où ils viennent, ils peuvent se faire tuer. Dans les quartiers où ce programme était déployé il y a une demi-douzaine d'années, le nombre d'homicides avait baissé de plus de 45%, ce qui n'a pas empêché qu'il ne soit finalement pas reconduit, faute de financement. Certains suggèrent d'ailleurs que la violence serait volontairement entretenue à Trinidad. C'est le cas du criminologue Darius Figueira, qui parle même de déni du gouvernement concernant les groupes armés. Ces gens sont des trafiquants. Ces gens gagnent de l'argent grâce au commerce illégal. Ils sont dans le game. Donc, il ne s'agit pas de gang. Et l'utilisation de ce mot est une tentative stupide et simpliste pour dénigrer et dévaluer la puissance de la menace. Selon cet universitaire spécialiste du crime organisé, à travers les bandes armées, ce sont en réalité des cartels colombiens et mexicains qui s'affrontent. Il y a une bataille pour la domination entre la mafia colombienne et mexicaine. Les Mexicains ont évolué progressivement afin de prendre le contrôle du trafic à Trinidad et Tobago. Les groupes criminels les plus violents de Trinidad sont sous les ordres des boss colombiens, car ils se battent pour leur survie. Ils sont menacés d'extinction comme les dinosaures. Ce schéma serait rendu possible par la situation géographique de Trinidad, située à quelques encablures des côtes vénézuéliennes. Et cela expliquerait la violence de certaines exécutions, voulant manifestement marquer les esprits à la mode sud-américaine. L'affirmation du criminologue sur le lien entre les gangs et les cartels de la drogue est formellement démentie par les autorités actuelles et passées. Pour l'ancien ministre de la Sécurité nationale et ex-chef de la police, Gary Griffiths, il s'agit d'un pur fantasme. Lorsqu'il s'agit de crimes violents, il n'y a pas de gros poissons qui dirigeraient les chefs de gang. Les chefs de gang se dirigent eux-mêmes. Donc quand des gens font des commentaires stupides sur les cartels mexicains ou sud-américains, on a enquêté et on n'a pas trouvé le début d'une preuve.
L'ex-super-flic de Trinidad et Tobago a officiellement été débarqué à la suite d'une affaire de subornation de témoins. Mais il a aussi gêné beaucoup de monde en mettant au jour un vaste scandale de corruption au sein de la police. Vous aviez des agents de police qui se livraient à du chantage pour obtenir des armes à feu. Vous aviez des agents qui utilisaient des véhicules de service pour escorter des criminels. J'ai commencé à rendre des tests obligatoires, des polygraphes et des tests antidrogue pour essayer de les faire transférer. J'ai infiltré des hommes pour découvrir quels agents étaient impliqués dans les réseaux clandestins. Quand j'étais en poste, j'ai perturbé une entreprise criminelle policière de plusieurs millions de dollars. Pour cet ancien businessman candidat aux élections, le pays subit les conséquences d'une politique consistant à donner de juteux contrats aux chefs de gang en échange de la paix sociale. Les politiciens ont commencé à collaborer avec des criminels et à se référer à eux comme à des leaders de communauté. À partir de là, ils ont commencé à leur donner massivement des contrats gouvernementaux de plusieurs millions de dollars. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé ces millions pour acheter des armes de plus en plus sophistiquées. Ils ont recruté plus de membres et ils ont commencé à exécuter des membres d'autres gangs pour s'emparer de leurs propres contrats d'État. Ils ont utilisé des fonds pour payer des policiers peu scrupuleux pour les protéger. C'est ce qui a produit l'effet domino. Des affirmations confirmées par le dernier rapport du Bureau des Nations Unies sur la drogue et le crime à propos des gangs dans la Caraïbe, qui insiste sur les liens étroits entretenus entre des politiciens, des hommes d'affaires et certains groupes criminels. Nous avons cherché à connaître la version officielle sans succès. Toutes nos demandes d'interview sont restées sans réponse et même l'accès à la conférence de presse du Premier ministre nous a été refusé. Pourtant, à Barbade, lors du dernier débat sur le phénomène des gangs au sommet de la CARICOM, le Premier ministre Chris Roly était en première ligne. Mais c'est son homologue jamaïcain, Andrew Holness, qui a finalement donné le ton. Il faut mener une guerre globale contre les gangs, au même titre que la guerre globale contre le terrorisme, en particulier pour ce qui concerne les éléments transnationaux des gangs. Ce qui veut dire que les pays de la région devront coopérer plus étroitement et partager les informations de leurs services de renseignement pour tacler cette menace très sévère. En attendant une réponse régionale à ce fléau, les États voudraient rendre leurs frontières moins poreuses. Mais il suffit de 15 petites minutes pour faire le trajet Venezuela-Trinidad par bateau avec toutes sortes de produits de contrebande. Et sur le port de marchandises de la capitale, les 2 seuls scanners de conteneurs dont disposent les douanes sont très régulièrement hors service. Dans le tristement célèbre ghetto de Laventille, on ne compte plus les corps tombés lors de règlements de compte. Mais dans cette zone contrôlée par le Nine, le gang des musulmans, il est hors de question de parler de drogue ou d'armes. On cherche plutôt à redorer le blason de ce quartier à la très mauvaise réputation. Shugaz, notre guide, est formel. Il fait bon vivre ici. The area where we're in is Laventille. On est à Laventille. On dit que c'est un ghetto. Les gens disent que Laventille est un endroit insalubre et dangereux. Donc ils n'y s'y aventurent pas. Aucun touriste ne vient ici. On dit attention, ils sont malhonnêtes là-haut. Ils vous volent. Mais ces choses-là n'arrivent pas par ici. Ne vous fiez pas à son sourire et à son allure juvénile. Shugaz a la réputation de n'avoir aucune pitié pour ses ennemis. Ce qui n'empêche pas ce jeune père de 2 enfants de regretter amèrement la situation. Là-bas, c'est Bitam. Et moi, je vis ici. J'ai de la famille là-bas. Mais je ne peux pas aller les voir. Vous ne pouvez pas y aller? Ce serait un peu difficile. Je ne dis pas que je ne peux pas y aller. Je pourrais y aller, mais ce serait une situation difficile. Moi, d'ici, pourquoi j'irai là-bas? Il faut choisir son camp. Les années passent et les choses se dégradent. Le nombre de victimes explose dans le quartier, tandis que les anciens observent, impuissants.
comme Bigger, l'un des artisans des pourparlers de paix de 2020, qui en appelle aux chefs de gang pour mettre un terme à la guerre qui déchire le pays. Ça doit passer par les têtes. Ils doivent trouver un terrain d'entente pour s'accorder. Sinon, ça n'a pas de sens. Ce sont de jeunes noirs contre d'autres jeunes noirs. Ça n'a pas de sens, aucun sens. Tout le monde se connaît, vous savez. Tout le monde a grandi ensemble. Tout le monde est allé à l'école ensemble. Tout le monde a joué aux billes. Tout le monde est soudé. À moins de 2 km de là, au cœur de la ville, tous les moyens sont bons pour tenter de ramener les âmes perdues dans le droit chemin. Pour les prêcheurs de l'Église catholique, au-delà de la spiritualité, l'éducation serait la clé pour voir revenir la paix. Les parents doivent revenir pour être de nouveau des parents. Quand j'étais jeune, je devais obéir aux règles de mes parents. Mais aujourd'hui, d'après ce que j'entends, la queue dirige le chien. Vous voyez ce que je veux dire? La queue dirige le chien. Les enfants contrôlent les parents maintenant. On doit donc revenir aux racines pour que les parents redeviennent des parents. Mais les paroles d'évangile ne sont pas toujours très bien comprises et entendues en pleine période de préparation des jours gras. Pourtant, même dans les soirées carnavalesques, la surreprésentation des uniformes vient rappeler la réalité de l'état d'urgence. Mais malgré l'horreur de l'actualité, les habitants de Port-of-Spain ne vivent pas dans la peur, paralysés par un supposé sentiment d'insécurité. La vie nocturne est là pour en témoigner. À Trinidad et Tobago, comme partout ailleurs, bien sûr qu'il faut faire attention. Vous n'allez pas sortir couvert de bijoux ou exhiber votre argent comme partout. Mais comme nous sommes dans un petit pays, les choses sont plus condensées. Est-ce que cela mérite que notre réputation soit ternie? Non, car nous avons assez d'amour ici et beaucoup d'investisseurs qui viennent dans le pays. Ça veut tout dire. Est-ce qu'on a besoin de vous dire de changer vos sous-vêtements parce qu'ils sont souillés? Est-ce qu'on a besoin de vous dire de changer de t-shirt parce qu'ils sont mauvais? Est-ce qu'on a besoin de vous dire de vous brosser les dents ou de prendre une menthe pour vous rafraîchir la laine? Si vous ne pouvez pas ressentir cela vous-même, alors vous avez, en réalité, perdu votre humanité. On doit revenir au temps où il fallait un village pour élever un foyer. Quand vous veillez sur les miens et que je veillais sur vos êtres chers. Tout le monde qui interagit en essayant de développer les choses et de restaurer des valeurs essentielles. Et croyez-moi, nous aurons un meilleur endroit. Tout n'est pas perdu. L'art et la culture seront-ils les vecteurs d'une sortie de crise sécuritaire? D'importants investissements ont été réalisés, mais pour que l'espoir soit permis, il faudra surtout miser sur l'amélioration des conditions de vie et sur la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes des quartiers. Il s'agit tout simplement de faire exister des alternatives aux gangs à Trinidad et Tobago. Pour aller plus loin, retrouvons Cyriaque Sommier. Bonsoir. Bonsoir Kelly. Vous êtes grand reporter à la rédaction de Caraïbes. Vous revenez de Trinidad où l'état d'urgence est en vigueur jusqu'à la mi-avril. Est-ce qu'on peut faire un point d'étape? Est-ce que les autorités ont déjà évalué l'effet de cette mesure sur la criminalité? Alors a priori oui, un chiffre est sorti, apparemment 33% de moins d'homicides en moins pour cette période depuis le début de l'état d'urgence. Donc c'est très sensible comme résultat. Ça semblait assez difficile à mesurer, mais ce qu'on a pu constater en étant sur place et en lisant la presse tous les jours, les journaux d'information là-bas, il faut savoir, affichent des compteurs, comme on a vu dans le reportage qui a juste précédé, et tous les jours on voit le nombre d'homicides qui évolue comme ça, avec les faits divers qui s'affichent en général en première page des journaux. Et ce qu'on nous disait, c'est que nous, ça nous semblait assez frappant de voir que tous les jours il y avait des meurtres, des homicides
homicides, des choses comme ça en première page. On nous disait non, mais a priori, c'est moins que d'habitude. Donc parce qu'apparemment, en début d'année, avant justement les festivités du carnaval, il se trouve qu'il y a une tradition apparemment à Trinidad et Tobago de montée de l'insécurité et de la criminalité. Il semble que le SOE, comme on dit là-bas, le State of Emergency, l'état d'urgence, a eu des résultats, en tout cas pour cette première période. Alors, la police s'inquiète d'un lien entre un genre musical, le Trinibad, c'est une variante locale du dancehall, et l'activité des gangs. Concrètement, qu'est-ce qui relie l'industrie musicale aux criminels à Trinidad et Tobago ? Ça aussi, c'est assez compliqué à saisir quand on arrive sur place, mais en réalité, c'est totalement imbriqué. C'est-à-dire que l'activité des gangs est promue à travers la musique. Ça, c'est effectivement compliqué, mais effectivement, les tensions naissent apparemment de la musique et des lyrics, c'est-à-dire des morceaux de clash, en fait, dans lesquels, effectivement, des artistes s'en prennent à d'autres artistes. Et en général, c'est un camp contre un autre. Et en particulier, dans le cas de Trinidad, c'est les fameux gangs 6 et 7 qui sont d'anciens alliés au sein d'un seul gang qui s'appelait Rasta City. Et il y a une scission, donc comme on l'a vu. Et donc, c'est en particulier ces deux gangs-là qui s'affrontent et qui donnent les affrontements les plus violents sur place. Et ça se voit à travers la musique également, parce qu'il y a des artistes qui sont très clairement labellisés du 6 et d'autres qui sont très clairement labellisés 7 et qui s'envoient des pics comme ça à chaque morceau, et ce qui évidemment entretient ce climat de violence. Et donc une valorisation de la violence à travers les paroles, c'est ça ? Ah oui, effectivement. Alors, il y a même eu des arrestations encore récemment, depuis justement l'entrée en vigueur de l'état d'urgence. Plusieurs artistes ont été arrêtés tout simplement parce ces artistes sont accusés de faire la promotion de la culture des gangs à travers leur musique. Donc effectivement, ça arrive. Et peut-on parler de criminels qui financent une partie de l'industrie musicale ? Ça va jusque-là ? Alors, on n'a pas eu de preuves très concrètes, mais apparemment, c'est le cas. C'est très précisément le cas de Prési, l'un des grands boss du Gang 7, qui aurait plusieurs artistes dans un label un peu underground, quelque chose tout n'est pas vraiment écrit, finalisé, rédigé, signé. Mais enfin, apparemment, il y a des ententes, des accords, et effectivement, il semblerait qu'il y ait pas mal d'investissements de la part des chefs de gang sur certains artistes qui représentent évidemment leur groupe, et ça génère là encore de l'argent, ce qui est assimilé à une forme de blanchiment pour là-bas, puisque ça fait rentrer de l'argent illicite dans un business qui est tout à fait légal, celui de la distribution de musique évidemment. L'activité des gangs franchit des frontières dans la Caraïbe, on l'a vu dans votre reportage. Comment le Trinibad y contribue ? Mais écoutez, le Trinibad y contribue dans la mesure où il véhicule des messages, des paroles, voilà ce système de clan. Et donc évidemment, la musique parle de cela, en fait. Dans les chansons, comme les clips qu'on a vus à l'instant, c'est Plumpy Boss, qui a d'ailleurs été victime d'un attentat l'année dernière à Saint-Martin en sortant d'un concert. Là, il se remet un petit peu à marcher, etc. Mais il n'est pas dit qu'il remonte un jour sur scène. Voilà, Plumpy Boss du 7, il y a un tas de Cayman 6 du 6. Et bien voilà, à travers leurs chansons, leur musique, ils font tout simplement la promotion, la pub de leurs gangs respectifs. On est mieux au 6, on est mieux au 7, etc., etc. Alors, les Trinidadiens doivent dorénavant posséder un visa pour se rendre au Royaume-Uni. En cause, une envolée des demandes d'asile selon les autorités britanniques. Est-ce que la présence là-bas de membres influents de gangs a influencé cette décision selon vous ? Il semblerait que oui, parce que effectivement, d'après des données que tout le monde a eues en fin d'année dernière, déjà au moment où les tensions commençaient à s'accentuer au pays, eh bien, il y a beaucoup de membres éminents de ces groupes armés qui semble-t-il, ont rejoint le Royaume-Uni, notamment le fameux Prési, qui aurait fait venir une bonne partie de ses proches, notamment ses enfants, et qui fait des demandes de visa parce qu'il s'agit tout simplement de protéger leur vie. Il y a eu énormément de morts, 623 l'année dernière, dont au moins 40% sont attribués à cette guerre des gangs à Trinidad. Et donc, clairement, sa tête est mise à prix comme la tête des principaux chefs de gangs de Trinidad et Tobago. Merci, Cyriaque Sommier, pour toutes ces précisions. De rien, Kelly. Ce n'est pas la première fois que Trinidad décrète l'état d'urgence pour lutter contre les gangs et la criminalité.
En 2011, les autorités avaient imposé durant 3 mois ce régime d'exception ainsi qu'un couvre-feu suite au meurtre de 11 personnes en 3 jours. Ces mesures exceptionnelles avaient pénalisé l'activité nocturne sans pour autant faire baisser durablement la criminalité. Retour sur ce couvre-feu avec ce reportage réalisé à l'époque par Michel Gendre et Olivier Nicolas Diduclos. Au coucher du soleil, Port-au-Spain prend rapidement des allures de ville fantôme. Le populaire quartier Saint-James est déserté alors qu'il connaît d'ordinaire la frénésie de la fréquentation des bars. À l'heure du happy hour, c'est une ambiance inhabituelle dans cette ville où l'on se plaît pourtant à sortir, papoter, siroter. Maintenant, c'est drôlement calme la nuit. Les clients qui avaient l'habitude de sortir le soir, on ne les voit plus. Le commerce est vraiment tombé. Nous ne gagnons plus d'argent comme auparavant, parce que tout le monde rentre à la maison. On s'assure d'être chez soi à temps, parce que si tu traînes dehors, la police peut t'interpeller. Si la vie nocturne est à l'arrêt, c'est à cause de l'état d'urgence et d'un couvre-feu imposé suite à une vague de crimes violents. Il règne dans le pays le sentiment que la criminalité est hors de contrôle. Initialement en vigueur de 21h à 5h du matin, le couvre-feu a été repoussé à 23h. Un très léger mieux pour le monde de la restauration, frappé de plein fouet dans leur activité. L'horaire du couvre-feu, c'est 23 heures, mais nous devons fermer au moins à 21 heures pour permettre au personnel qui habite loin de rentrer chez eux, ainsi qu'au chauffeur qui les dépose d'aller lui aussi chez lui. À 22 heures, soit 1 heure avant le couvre-feu, bars, restaurants, casinos, boîtes de nuit ont l'obligation de fermer. Et les forces de l'ordre veillent au grain. Policiers et militaires quadrillent la ville et patrouillent en nombre. Les rues traditionnellement fréquentées sont abandonnées et l'ambiance change radicalement. À 23h, le couvre-feu est en vigueur. Port-au-Spain devient bel et bien une ville fantôme. Les avenues s'enfoncent dans un profond silence, perturbées uniquement par les rondes de surveillance. Les 5000 soldats de l'armée trinidadienne sont mobilisés en renfort de la police. L'état-major nous autorise à suivre cette patrouille. Lourdement armés, les soldats sillonnent les zones à risque. Leur présence se veut musclée et dissuasive. Celui qui viole le couvre-feu s'expose à 6 mois d'emprisonnement et une amende de près de 500 €. Ce soir, nous sommes sortis pour une patrouille de routine. Tout est calme, tout est normal. Mais si la police a besoin de nous, alors nous leur apportons notre assistance. Tout le pays n'est pas sous couvre-feu. Tobago échappe totalement à la mesure. Le numéro 2 de la police nous montre sur cette carte de Trinidad les zones concernées. Bon, alors, les différentes couleurs représentent les zones où il y a le couvre-feu. Le couvre-feu à Trinidad et Tobago, quand nous l'avons imposé, c'était le 21 août, avait lieu de 21h à 5h du matin. Cependant, il a été assoupli le 5 septembre dernier et il a lieu de 23h à 4h du matin. Et ça, ce sont les zones où nous avons le couvre-feu. Et vous pouvez le voir, la majorité n'est pas concernée par le couvre-feu. Les zones sous couvre-feu ont été sélectionnées en raison de l'intensité de la criminalité. Certains quartiers sont des points chauds en proie à la violence des gangs armés. Selon la police, Trinidad compterait une 60aine de bandes criminelles en activité. Toutes ces zones que vous voyez ici, c'est ce que nous appelons des points chauds. La criminalité y est assez concentrée. Nous sommes très préoccupés par les homicides, l'implication des gangs dans les affaires de drogue, ainsi que l'utilisation d'armes à feu.
284 homicides ont été enregistrés à ce jour. Laventille est l'un de ces quartiers chauds. C'est l'un des bastions des bandes criminelles. Une zone de non-droit où les caïds font la loi. Ils vivent de rackets, d'assassinats et de trafic en tout genre. Le nombre d'homicides bat régulièrement des records. Une violence saisie au quotidien par les caméras de surveillance. Comme cet homme abattu en pleine rue. Depuis les années 2000, la violence liée aux gangs a explosé. Le compteur du nombre de morts par arme à feu s'est envolé pour dépasser les 500 en 2008. Dans les rédactions, les journalistes tiennent à jour quotidiennement le macabre décompte. Sur ce tableau est consigné le nombre de meurtres commis de janvier à septembre 2011. 282 meurtres pour une population de 2 300 000. Trinidad détrône la Jamaïque en matière de violence. Un constat fait par cet avocat spécialiste des affaires criminelles. Selon lui, le trafic de drogue est la cause de l'explosion de la criminalité. Nous avons beaucoup de gangs qui opèrent dans différents lieux du pays et la société est devenue violente avec l'arrivée de la cocaïne. Pas tellement de la marijuana, mais la cocaïne. Trinidad est un point de passage pour la cocaïne qui vient de la Colombie et du Venezuela. C'est donc un pays tranquille, mais qui a perdu le contrôle à cause de la cocaïne et des gangsters. Le gouvernement au pouvoir depuis mai 2010 tente de reprendre la main. La première ministre, Kamla Persad-Bissessa, prône la tolérance zéro contre la criminalité. Elle n'a cessé de dénoncer l'inaction de l'administration précédente et mène du main de fer, ce qu'elle considère aujourd'hui comme une guerre contre les gangs. Je veux vous dire très franchement que j'essaie de gagner cette guerre. Juste avant l'état d'urgence, il y a eu 11 meurtres en 4 jours. Nous étions quasiment en guerre. Il y avait beaucoup d'activités parmi les gangs. Il y avait ce que le précédent Premier ministre appelle les dommages collatéraux, c'est-à-dire que la guerre entre gangs entraîne la mort d'innocents citoyens. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Mais pour nous assurer que les autorités gouvernementales gardent le contrôle et fassent payer les criminels, l'état d'urgence a été déclaré. Chaque nuit, policiers et soldats participent à de véritables raids. Avec l'état d'urgence, ils disposent de pouvoirs exceptionnels. Ils fouillent, perquisitionnent sans mandat et embarquent tout individu qui éveille des soupçons. Et chaque matin, au QG de la police, des officiers communiquent sur les statistiques. Face à la presse, ils passent en revue les opérations de la veille et dressent le bilan depuis le début de l'état d'urgence. Ce jour-là, c'était tout juste un mois après l'imposition du couvre-feu. Nombre total d'arrestations, 2541. Le nombre total d'interpellations liées aux gangs reste le même, 449. Délits aux stupéfiants, 517. Armes saisies, 100. Un mois après la déclaration de l'état d'urgence, nous assistons à une baisse de 50% de tous les délits les plus graves, ici à Trinidad et Tobago. Tous les types de délits. Cette multiplication d'arrestations conduit à un engorgement de la machine judiciaire. L'institution fait face à une avalanche de procédures difficiles à gérer et à absorber. Avec en prime, un taux d'incarcération record. Les 2 prisons du pays sont surpeuplées et ne peuvent faire face à cet afflux soudain de détenus. Du coup, les autorités ont aménagé en catastrophe un ancien entrepôt en prison provisoire. Les autorités serrent la vis. On peut se retrouver enfermé aussi bien pour une présomption de délit grave que pour une simple indiscipline. C'est le cas de cet homme. Directeur commercial d'une station de radio, John Guild a été sorti de son lit par des policiers à 1h30 du matin, conduit au poste et placé en cellule toute nuit avec 2 gangsters, avant de connaître au petit matin le motif de son arrestation.
J'ai été arrêté à cause de contraventions non payées. $200 trinidadiens d'amende à la circulation. Apparemment, pour le gouvernement, c'est un jeu de chiffres. C'est juste pour dire que nous avons arrêté tel nombre de personnes et ce chiffre augmente tous les jours. J'ai été surpris que des gens soient interpellés pour des délits mineurs. Oui, j'ai été surpris. Cette politique de tolérance zéro interpelle cet avocat. Il n'hésite pas à remettre en cause l'efficacité et la légalité de ce régime d'exception. Sur les 2000 personnes qui ont été arrêtées, une petite partie, 500 à peu près, sont liées au gang. Ma question reste la même. Pourquoi cela ne s'est pas fait avant? Aujourd'hui, un policier peut vous arrêter sans avoir besoin de la moindre suspicion qu'une activité criminelle ait été commise. Il peut aussi pénétrer votre domicile sans avoir besoin de mandat. Donc cela seulement est assez dangereux et difficile parce qu'on donne à la police les pleins pouvoirs. Pour cet avocat, la législation anti-gang adoptée peu avant l'état d'urgence suffisait largement à lutter contre la criminalité. Avec cette loi, la police peut arrêter et maintenir en détention 4 mois d'affilée tout jeune suspecté d'être membre d'un gang. L'imposition de pouvoirs spéciaux est donc jugée douteuse par l'opposition. C'est la position du maire de Port-au-Spain. Il estime que les libertés individuelles sont piétinées. Ce qui est en train de se faire en ce moment est inapproprié et absurde, et quelqu'un doit le dire. Benjamin Franklin a dit « Ceux qui renoncent à leur liberté pour une sécurité temporaire ne méritent ni la liberté ni la sécurité. » Malgré les restrictions et les atteintes aux libertés, certains Trinidadiens appuient cette législation d'exception. C'est le cas de ce restaurateur. Avec le couvre-feu, il a perdu 60% de son chiffre d'affaires, mais il approuve la mesure à 100%. Nous approuvons le gouvernement pour sa fermeté sur cette question et sur sa volonté d'essayer de baisser la criminalité. Moi, en tant que citoyen, j'approuve parce que nous regardons à long terme. Si la criminalité diminue, peut-être qu'on pourra rester ouvert plus longtemps la nuit. Pour les employés, la pilule est plus difficile à avaler. Comme cette serveuse, tous ceux qui travaillent la nuit ont vu leurs revenus fondre de 25 à 40%. En ce moment, je fais moins d'heures de travail, ce qui veut dire moins d'argent. Combien avez-vous perdu ? 3 heures par jour. Pour tenter de survivre, les commerçants ont inventé de nouvelles formules comme cette boîte de nuit qui ne l'est plus tout à fait. La discothèque s'est adaptée et organise ses soirées l'après-midi. Ses portes ouvrent entre 15 et 21 heures et la clientèle essaie de s'en accommoder. À l'intérieur, si l'ambiance de la nuit est bien là, on ne se bouscule pas. Face à la baisse de fréquentation, le nombre d'employés a même été réduit de moitié. Nous ne sommes pas habitués à venir ici aussitôt. Vous savez, c'est l'heure des embouteillages. Nous venons l'après-midi et comme ça, nous serons rentrés à la maison à temps. Je n'ai aucun problème avec la police ou autre chose comme ça. C'est très bien pour moi. En 2011, plus de 8000 personnes ont été arrêtées durant les 3 mois d'état d'urgence. La criminalité a été endiguée sur le moment. Le nombre d'homicides est même tombé cette année-là, 354, le niveau le plus bas depuis 7 ans. Mais cela n'a pas duré longtemps. Les bandes armées ont repris de plus belle leurs activités criminelles, une fois levé l'état d'urgence et le couvre-feu. Prenons à présent la direction d'une capitale caribéenne qui a longtemps souffert de l'emprise des gangs. Longtemps considérée comme un haut lieu de la violence, Kingston, la capitale de la Jamaïque, reprend des couleurs grâce à l'art urbain. Les façades délabrées du centre-ville retrouvent une seconde jeunesse avec des fresques d'artistes, une façon originale de réinvestir cette ville où est né le reggae. Un reportage tourné l'an dernier avec Marc-François Calmo. C'est une capitale de plus d'1 million d'habitants, l'écrin du 7e plus grand port naturel au monde. Pourtant, Kingston n'a pas souvent fait la une des journaux pour son patrimoine maritime. Ce sont plutôt des affrontements sporadiques entre gangs qui ont par le passé marqué les esprits. D'autres faits de violence aussi.
We go to details now on the shooting incident in downtown Kingston yesterday evening. The police have released the name of the man killed. It was tough maintaining law and order for a couple of hours, but the police stood their ground and ensured they weren't surprised by gunmen disguised as passengers. Pour tenter de décoller cette étiquette, une idée a germé, miser sur les arts et la culture. Le pari, mettre en valeur le quartier historique de Kingston, la partie basse de la ville que tout le monde appelle Downtown Kingston, le berceau du reggae. Downtown Kingston est l'épicentre de la culture en Jamaïque. Quand on parle des 8 styles musicaux créés en Jamaïque, du dub au rocksteady, du mento au ska, du reggae au dancehall, etc., la plupart ont été générés ici, à Downtown Kingston, dans les 20 communautés qui entourent Downtown. C'est déjà l'épicentre culturel. Nous n'avons pas choisi Downtown. Downtown est l'endroit évident, c'est Downtown qui nous a choisis. Andrea Dempster-Chong est l'une des cofondatrices de Kingston Creative, une ONG au projet ambitieux. Il vise à développer en 10 ans un quartier artistique et à stimuler la croissance de l'économie. Tout commence en 2017 quand les cofondateurs réunissent leurs compétences, encouragés par leur expérience à l'étranger et leur lien avec la capitale. Pour moi, c'est important parce que ma mère a grandi ici. Elle a beaucoup de bons souvenirs du bon temps passé à Kingston, une ville qui l'a marquée. J'ai moi-même travaillé pendant longtemps dans la Caraïbe, dans la création d'entreprises. J'ai vu combien parfois un petit coup de pouce, combien un peu d'argent peut changer la donne, aider à prendre le contrôle de son avenir. Mon rêve est de voir Kingston prospérer. J'ai vécu à Londres, en Jamaïque, puis aux États-Unis. J'ai vu des quartiers dédiés aux arts dans différentes parties du monde. Ils n'étaient pas juste jolis. Ils offraient aux artistes des lieux pour être capables de créer leur épanouissement économique. Ils offraient au public un lieu où emmener leur famille, s'amuser, se divertir. J'y voyais des bénéfices sociaux, économiques. À la fin, comme ingénieur en structure, j'ai vu à quel point ils transformaient les villes. En regardant Kingston et en comprenant l'histoire singulière de cet endroit, la belle architecture des immeubles, nous avons pensé qu'il faudrait utiliser les arts et la culture dans lesquels les Jamaïcains excellent comme catalyseurs pour redynamiser la ville, pour sa renaissance en quelque sorte, où les artistes et les musiciens prennent les choses en main. Cette artère étroite illustre à elle seule le projet porté par Kingston Creative. Depuis 2018, des artistes locaux et des talents venus de l'étranger ont réalisé 89 fresques. Certaines rendent hommage aux illustres ambassadeurs du reggae, d'autres rappellent l'essor du dancehall ou incitent à la lecture. De quoi attirer des visiteurs vers un festival des arts une fois par mois, une occasion de découvrir les fresques avec un guide touristique. Ce n'est pas suffisant d'avoir de jolies images sur les murs. Il faut activer l'espace. Il ne s'agit pas seulement d'art visuel, il s'agit de danse, de slam, de poésie. Il s'agit d'apporter de la vie dans ce lieu. Et quand les gens viennent au festival, leur perception du lieu change. Au lieu de penser à la criminalité, à la violence, ils disent « J'ai passé du bon temps en famille. Ma grand-mère était là. Nous avons dansé. » Nous voulons créer de nouveaux souvenirs positifs et changer l'image. Donc le quartier des arts peut être vibrant. Les visiteurs, pour la plupart, résident dans la capitale. Certains n'ont pas mis les pieds dans le quartier depuis des lustres. Ma mère me disait que quand elle est née, sa mère vivait dans cette ruelle. Voici Mark Lane. Et là, c'est Water Lane. Et elle dirait « Oh, je suis née au 54 Mark Lane. » Et je ne sais même pas où c'est. À l'époque, sa famille a déménagé. Donc, pour moi, c'est bien de me connecter avec cet endroit-là. Là où elle est née. Je me souviens qu'enfant, je suis allée à l'école à Kingston. En rentrant de l'école, on marchait dans cette partie du centre-ville qui était beaucoup plus vibrante à l'époque. Pour créer le quartier des arts, l'équipe de Kingston Creative a dû franchir plusieurs étapes. Fédérer des partenaires, trouver des fonds et convaincre les propriétaires de céder l'usage de leurs murs, c'est le cas de cet ébéniste. Voici la façade de son atelier avant la transformation et la voici aujourd'hui. Les réactions de ses voisins l'ont convaincu de se lancer.
Plus de gens viennent ici. On voit des gens des quartiers chics, du centre-ville et même de l'étranger. Ils viennent découvrir les façades de l'atelier. Mes façades sont belles parce qu'il y a certains aspects qui sont uniques. Donc, le centre-ville est beau. Si un enfant passe devant chez moi et dit « Bonjour, Monsieur Gab », je me sens vraiment bien, comme si j'étais riche. Même si je ne suis pas riche, je me sens plus riche. Vous comprenez? C'est une bonne idée. Pour décorer l'une des façades de l'atelier, cet artiste peintre a choisi de mettre en lumière le rôle des pères dans la société. L'œuvre devrait lui apporter davantage de visibilité. Le partenariat avec Kingston Creative est très bien parce que c'est une autre source de revenus et aussi une façon de partager mon art avec le public. Cela donne du pouvoir à l'ensemble du secteur créatif. Pour moi, partager mon art avec les autres, c'est une rémunération en elle-même. De l'extérieur, c'est juste du cash. Mais quand une personne vient et dit « Waouh, c'est tellement beau, Monsieur Gap, je reconnais à peine votre atelier », rien que ça, c'est une récompense pour moi. Vous l'aurez compris, on ne saura pas le montant de son cachet pour cette toile XXL. Son hôte non plus ne nous parlera pas d'argent. Sans parler de révolution, d'autres commerçants du quartier sont témoins d'un changement d'atmosphère, les restaurateurs en particulier. Non loin des fresques, ce restaurant ne désemplit pas. Depuis l'émergence du quartier des Arts il y a 6 ans, le propriétaire n'a jamais vu autant d'habitants se promener avec enthousiasme et sans peur. Un spectacle remarquable compte tenu de la réputation du quartier. Les fresques attirent beaucoup de gens ici. Il y a beaucoup d'artistes. Des gens viennent faire des vidéos. Ils prennent des photos des peintures. Ils se promènent et prennent le temps de regarder. Le quartier est un peu plus populaire. Vous voyez plus de personnes venir ici? Beaucoup et combien? plus de monde. Pour être honnête avec vous, disons peut-être environ 40% de fréquentation supplémentaire. En tout cas, cela a amélioré mon business. Quittons ce restaurant en direction Orange Street, alias Beat Street, la célèbre rue de Kingston considérée comme le berceau du reggae. C'est ici que musiciens et producteurs se sont illustrés dans les années 60 et 70, à l'instar de Leeds Scratch Perry, avec son magasin de disques. Et ne vous fiez pas aux immeubles décrépits, des spécialistes de la musique y voient un potentiel touristique. Ils ont créé une fondation, elle se donnait pour mission d'installer des panneaux explicatifs. L'un des cofondateurs rêve de créer un cercle vertueux similaire au quartier des Arts. Nous voulons concevoir une attraction touristique pour cette zone. À côté de cette attraction touristique, nous voulons offrir une expérience Beat Street avec des restaurants, des bars, visiter des studios, découvrir ce que cela signifie de faire de la musique en Jamaïque et visiter les sites historiques. Il nous fait découvrir son bar transformé en mini-musée du reggae. À l'intérieur, l'incontournable sound system pour mettre à l'honneur les meilleurs interprètes, danseurs et producteurs jamaïcains. Il faut que le secteur privé et les investisseurs comprennent que les industries créatives ont le potentiel pour résoudre beaucoup de problèmes dans ce pays. Quand il y a une forte activité et de la créativité, la violence diminue. Quand il y a des événements festifs, des personnes qui s'impliquent dans le divertissement, des musiciens, des ingénieurs, des promoteurs de tournées, des managers issus de la même classe populaire dans les quartiers urbains, ils n'ont pas le temps de se mêler aux arnaques et aux comportements illicites, ainsi qu'aux extorsions. Alors qu'il appelle de ses vœux des investissements plus importants dans les industries créatives, sur des terrains proches du front de mer, des bâtiments sortent de terre. Un important promoteur a misé sur cet hôtel destiné à une clientèle d'affaires et de loisirs. Le groupe agroalimentaire Grace Kennedy y a bâti son siège. Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur s'y est aussi implanté. Ce nouveau visage se dessine à coup d'incitation fiscale et de vente de terrain. Ces derniers sont détenus par l'UDC,
une agence du gouvernement, partie prenante de la rénovation de la capitale. Ce jeune promoteur immobilier contribue à façonner ce nouveau visage. À la tête de sa société, il repère des bâtiments dégradés, les achète puis les restaure. En 6 ans, rien qu'à Downtown Kingston, 20 immeubles ont été réhabilités. C'est le cas de cette société située dans cette zone emblématique. Le locataire a accepté qu'une fresque soit peinte sur un des murs. Nous avons dit oui parce que nous aimions l'initiative qu'ils avaient lancée, voir toutes ces fresques dans la zone de Downtown Kingston, apporter de la vie à la ville. C'était en quelque sorte la vision derrière elle. Nous savions qu'ils travaillaient avec des étudiants de l'université des West Indies et avec de jeunes artistes du quartier. Pour nous, c'était une occasion de donner du travail à des gens de la ville et aussi de raconter une histoire sur un mur qui aurait été blanc. Face à la multiplication des projets, une crainte commence à émerger, celle de la gentrification. Ce processus par lequel la population d'un quartier populaire fait place à une couche sociale plus aisée. Ce phénomène, cette architecte et directrice de Kingston Creative le connaît bien. La renaissance d'une vieille ville engendre des défis. Le défi le plus important est probablement la gentrification. La gentrification est un mot qui est utilisé de façon différente. Certains en parlent avec excitation parce que cela signifie modernisation, valorisation et amélioration pour tout le monde. Et ensuite, une autre partie des gens va dire « Attendez, c'est quelque chose de terrible. Que font ces personnes alors que j'ai toujours été ici ?» Je parle des personnes qui font Downtown Kingston, qui ont toujours vécu ici et qui n'ont plus les moyens de payer un loyer ou d'acheter une propriété au prix du marché. Ces habitants dont parle la directrice de Kingston Creative, Patricia Green les connaît bien. Elle aussi architecte, elle milite pour les inclure dans les plans de rénovation en cours. Au cœur de Downtown Kingston, des poches de pauvreté demeurent. À proximité du Parlement, par exemple, des logements sont occupés par des résidents sans titre. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que de génération en génération, les familles vivent toujours dans ce quartier. Bien que des personnes établies dans les années 1907, 1920 ou 1930, lorsque le quartier a été créé, aient transmis leurs biens à leurs fils, à leurs petits-fils, à leurs arrière-petits-fils et leurs enfants. Aujourd'hui, leurs descendants y vivent. C'est dommage que des gens disent qu'ils occupent illégalement leur maison. Ils ne squattent pas. Ce sont des terres familiales, traditionnelles. Mais parce qu'il n'y a pas de titre officiel, ce que demande le gouvernement, ils sont en quelque sorte expulsés. Un peu plus loin, cette autre maison, probablement endommagée par un tremblement de terre l'an dernier. Son accès n'était pas condamné. Un autre exemple du paysage actuel du centre-ville de Kingston, où le neuf côtoie le décrépit. Ces cicatrices marquent la capitale depuis les années 70, décennie qui a vu des familles aisées quitter le centre-ville pour les hauteurs plus fraîches, des familles qui fuyaient l'insécurité. Il y avait des guerres de gangs dans le centre-ville. L'histoire dit que c'était politiquement motivé. Plusieurs factions de différents partis se battaient entre elles. Et Kingston est devenu le centre de ce type de conflit. Et un certain nombre de commerçants ont commencé à quitter le centre-ville, direction New Kingston. Un certain nombre de bureaux y ont été relocalisés. Avec le bouleversement de l'époque, les gens ont déménagé et Kingston est devenu une ville fantôme. Là où beaucoup d'immeubles ont été détruits, c'est devenu dangereux. Dans cette mosaïque de quartiers en difficulté de Kingston, l'un d'eux est situé non loin du ministère des Affaires étrangères et défense d'y entrer sans y être accompagné. Nous suivons donc ce travailleur social. Sous son look décontracté, il est aussi un pasteur respecté, fondateur d'une ONG chrétienne. Il nous conduit dans un quartier appelé Southside et nous met en garde, il est à risque. Ce quartier est aligné sur un parti politique.
Et il est également considéré comme difficile d'y faire des affaires ou difficile à traverser si vous n'êtes pas connecté aux personnes influentes de la communauté. Pasteur Pete, comme le surnomment les habitants, nous prévient, nous pouvons filmer uniquement si la situation s'y prête. Pas question de rompre le lien de confiance qu'il a tissé ces 20 dernières années. Ils sont très protecteurs. Vous voyez ces hommes, chacun va regarder qui est dans la voiture. Nous nous arrêtons au siège de l'ONG, un refuge où les plus jeunes peuvent se retrouver pour se défouler. C'est le point de départ de toutes les marches dominicales, car ce pasteur ne prononce pas de sermon tous les dimanches. Il préfère organiser des rencontres avec son équipe pour recueillir les besoins de la population. Le quartier abrite près de 6000 habitants. Un seul accepte de nous parler de façon anonyme d'une rénovation dont ils se sont étrangers, voire exclus. Les gens de downtown, les gens du développement, ils viennent juste pour vous donner de l'argent. Les gens du développement nous donnent près de 900 €, parfois près de 1800 €. Mais ça ne suffit même pas à acheter de la nourriture. Donc c'est comme s'ils prenaient les gens pour les jeter à la poubelle. Vous comprenez, les gens ne peuvent pas faire mieux, qu'ils acceptent l'argent ou pas, ils sentent qu'ils devront partir. Les pauvres vont prendre l'argent, ils font ce qu'ils doivent faire pour survivre. Avez-vous peur d'être expulsé avec votre famille, loin d'ici ? Oui, parce que si tu déménages, tu quittes ici pour aller à la campagne, où tu ne connais personne ni le cadre de vie. C'est comme revenir au stade du bébé qui apprend à marcher à nouveau. Si des programmes de rénovation peuvent susciter des inquiétudes, c'est surtout l'identité du quartier qui doit être préservée, selon le pasteur. C'est l'un des défis que nous rencontrons avec les plans de redéveloppement. L'identité de toutes les communautés résidentielles environnantes doit être immergée ou plutôt intégrée. À mesure que le quartier des affaires se développe, il ne faut pas seulement maintenir l'identité et la valeur de ces communautés, mais aussi en faire la promotion. Venir de Southside, ça a aussi du bon. L'UDC, l'agence du gouvernement qui chapeaute plusieurs projets de rénovation urbaine, dit vouloir inclure les plus défavorisés et améliorer le parc immobilier. En revanche, elle dément toute initiative d'expulsion plus ou moins déguisée des populations les plus pauvres. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas un paiement pour les encourager à partir. C'est comme ça qu'ils le ressentent. Oui, il y a des gens qui le voient comme ça. Mais bien sûr, l'UDC et d'autres institutions dédiées au développement ont l'autorité pour débuter une transaction si le foncier est nécessaire pour des infrastructures nationales. Pour des usines, des routes ou des espaces commerciaux. Il est parfois nécessaire d'inciter les propriétaires fonciers à vendre, ce qui est différent d'une préemption, parce que le gouvernement aussi pourrait venir et tout prendre. Mais ce n'est pas l'approche. Difficile de quitter Kingston sans évoquer la pollution qui empoisonne le quotidien des habitants, notamment ceux de la partie basse de la ville. Selon plusieurs témoignages, les systèmes de gestion des déchets ont du mal à faire face au volume de détritus produits quotidiennement. Le système complexe de canaux conçu au départ pour servir d'exutoire aux eaux pluviales sert aussi de poubelle, et ceux qui subissent la pollution ne sont pas forcément ceux qui jettent ces déchets dans la nature. All of the stuff that you see here now, the bottles, the bags, the garbage, all that, all from uptown. Because sometimes the rubbish truck don't go around. So when the rubbish truck not go around, them throw the rubbish in the gully. Pour éviter que des déchets supplémentaires se jettent directement dans l'océan, un projet de nettoyage a été lancé il y a 2 ans. Des barrières comme celle-ci freinent les ordures. Un bateau facilite la collecte jusqu'au centre de recyclage. Le fruit d'un partenariat entre une ONG néerlandaise et des partenaires en Jamaïque qui ont une vision commune. Redonner à la baie sa splendeur passée, du temps où des nageurs la traversaient chaque année lors d'une célèbre course.
La plus jeune personne à traverser la baie est l'un des fondateurs et directeurs de Grace Kennedy Limited. Son nom était Jimmy Moss Solomon et quand il a réussi la traversée, il avait 11 ans. Comme je le répète souvent, je n'oserais pas plonger un orteil dans la baie aujourd'hui. On ne parle pas seulement de déchets et de plastique, on parle d'égouts et d'autres facteurs. Mais oui, notre rêve serait d'avoir une baie où l'on peut nager et où l'on peut pêcher. Rien que pour les études préalables et les tests, la Fondation Grace Kennedy a estimé le coût du projet à près de 8 millions d'euros, le prix d'un nettoyage efficace du 7e plus grand port naturel au monde. Avec l'espoir de rendre aux pêcheurs un lieu de vie et d'activité plus propre, l'espoir aussi de rendre à la capitale un nouveau visage, plus respectueux de l'environnement sur terre comme sur mer. C'est ici que se referme votre émission. Merci de l'avoir suivi. Caraïbes revient le mois prochain. Belle soirée à toutes et à tous.